Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Laurence Fischer. Laurence Fischer qui est non seulement, et ce n'est qu'un début, triple championne du monde de karaté, mais bien plus encore puisque tu es également la fondatrice d'une asso qui s'appelle Fight for Dignity. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de t'accueillir sur Génération Do It Yourself. J'ai beaucoup de chance. Je pense qu'on va passer un bon moment. L'idée aujourd'hui, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Laurence ? Oui, donc je mesure 1m75. Je suis châtain, j'ai les yeux verts. Aujourd'hui il fait bon, donc j'ai mis une petite robe un tissu assez fin, noir et blanc, avec des petites fleurs blanches. Et mis à part ça, je suis l'heureuse maman de 2 enfants, une fille et un garçon qui ont 4 et 5 ans. Enfin, je vais avoir 45 ans. Et voilà, et j'aime la vie. Alors je me dis, tu dois être comme moi, parce que soit Internet dit pas la vérité, soit tu t'ajoutes 1 centimètre, mais partout j'ai lu que tu me faisais 1m74. Ah ben non, mais c'est vrai. Non, ben je sais, alors c'est bizarre. Je me suis dit elle est plus grande que moi, c'est vrai. Ou alors ah oui. Parce que moi je dis que je fais 1m74, mais tout le monde me dit que je fais 1m73. Bref, c'est pas très intéressant. Oui, tu vois, comme quoi a priori on se rajoute tous 1 centimètre, mais à ce qui paraît, avec les années, on prend quelques mini-centimètres. Donc, comme j'ai 45 ans, 1m75. Avant de les reperdre. Voilà, oui. Vous voyez que je détends l'atmosphère parce que je suis très tendu d'être en face d'une triple championne du monde de karaté. Ça me stresse énormément. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de chance. Donc, d'accord. Donc, mère de 2 enfants, et puis plein d'autres belles choses. Tu as grandi où, Laurence ? Je suis née à l'Union. D'accord. Pas mal quand même comme nom, ouais. l'Union. Mais en fait, c'est simplement parce qu'il se trouvait la clinique principale, la maternité de Toulouse. D'accord. Donc on allait tous naître là-bas. Et donc oui, j'ai des origines du sud-ouest. Et ensuite, j'ai grandi à Marseille. Marseille. Et oui. Donc le midi. Tu as laissé l'accent là-bas. Voilà, oui. Oui. Mais bon, dès qu'il y a un peu de vent, je crois que c'est le Mistral et je me mets à avoir l'accent qui revient. Manque les cigales. Alors aujourd'hui, tu diriges une association que tu as fondée qui s'appelle Fight for Dignity, qui aide les femmes à sortir potentiellement d'une forme de crainte qu'elles peuvent avoir ou d'un traumatisme qu'elles ont vécu grâce au sport. Est-ce que je résume ? Oui. Traumatisme est un mot faible par rapport à ce qu'elles ont vécu, puisque pour moi en tout cas, la prise de conscience et le fait que Fight for Dignity aujourd'hui existe, ça a été la rencontre avec le docteur Mukwege lors d'une conférence qu'il a donnée au Forum mondial des femmes francophones au Quai Branly. Et son témoignage, il est gynécologue obstétricien, et quand il parlait de ces femmes qu'il appelle les survivantes, ça se passe au Kivu, dans la région des Grands Lacs, donc on est tout à côté du Rwanda et du Burundi. Ça m'a vraiment profondément touchée. Et donc j'ai eu la chance de m'y rendre l'année suivante. Et j'ai rencontré ces femmes et quand ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le viol en soi est terrible, détruit des vies, parce que la femme victime de viol vit une sorte de mort intérieure, c'est-à-dire qu'elle a ce qu'on appelle
elle est en état elle a de stress post-traumatique. Oui. Ça veut dire que elle a des séquelles. Oui, elle a des séquelles qui se traduisent sur du moyen, du long terme. Sur le coup, au moment du viol, elle va son cerveau va disjoncter et elle va en gros se laisser faire par instinct de survie. Mais le deuxième effet qui se coule de cet état, c'est qu'elle va avoir des flashbacks, elle va avoir donc des réminiscences, elle va avoir des troubles comportementaux qui vont être de se mettre en danger, qui vont être de prendre de se droguer, de se prostituer, d'être en hypersexualité ou à l'inverse en frigidité, et sans arrêt d'avoir des cauchemars, donc de faire de la dépression, d'être dans des états suicidaires. Donc parfois, du coup, elle peut être soignée avec des médicaments ponctuellement, mais enfin, elle se retrouve sans penser sans pouvoir envisager avec espoir la vie de demain. Voilà. Et ça, je l'ai pas réalisé tout de suite en rencontrant les jeunes femmes, parce qu'à Panzi, ce sont des femmes qui sont victimes de viols de guerre. Tu vas beaucoup trop vite. Il faut qu'on revienne, là-dessus. Oui, merci Mathieu, parce que je m'emballe. Hein. Non, mais c'est hyper important, et c'est pour ça que t'es là. Et voilà. Et il faut qu'on fasse le chemin à l'endroit. Oui. Notamment parce que ce podcast a pour vocation d'expliquer un parcours. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que t'es arrivé là tout au long du fil d'une histoire qui t'a emmené là. Et que notamment pour être aussi impactante, si je puis me permettre, dans ce rôle que tu as aujourd'hui, il y a quand même des événements dans ta vie qui font que tu peux être une sorte de rôle modèle, de pas que spirituel, mais aussi physique. J'ai vu des images, des choses assez impressionnantes, et du coup, je voudrais qu'on revienne là-dessus avant d'arriver sur ce que tu nous racontes, pour expliquer à tout le monde et moi-même comprendre comment t'arrives là. Ouais. Et voilà. Et j'ai vu quelques images. J'ai vu ce docteur Mukwege, donc Denis, quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de charisme et d'être assez impressionnant aussi. Oui, il en a. Et voilà. Et donc, raconte-moi juste déjà comment tu découvres le karaté, parce que c'est quand même quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que le karaté dans ta vie aujourd'hui d'ailleurs, ou dans ta vie d'avant, je sais pas dans quelle mesure ça a changé. Le karaté, mon père, qui n'était pas qui l'a découvert à 28 ans, m'a embarqué dans sa passion pour cette discipline, alors que je ne voulais pas en faire. À quel âge? La première fois, 6 ans. D'accord. À 6 ans, et vraiment j'étais un peu effrayée par la pédagogie, par la manière dont c'était amené. C'était très dur, grand écart facial, et c'était son enseignant d'ailleurs qui appuyait comme ça sur les hanches en grand écart facial. Et à l'époque, j'en faisais avec mon grand frère qui hurlait. Ça m'a traumatisée. J'en ai fait 2 mois, j'ai arrêté. Je trouvais ça trop dur. Sachant que moi, j'étais très souple. J'avais cet avantage d'être souple, donc je comprenais pas sa souffrance. Mais voilà, c'était des choses qui m'ont marqué, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, puisque les enseignants suivent des formations pour que ça se passe bien avec les enfants. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et mon père a insisté quand j'avais 12 ans pour en faire, parce que il est vrai que j'étais d'une nature plutôt introvertie, assez timide et bon, pas très causante, je pense. Et donc il a vu un petit peu, il pensait que c'était aussi bien pour moi pour arriver à m'exprimer différemment. Effectivement, ça a marché. Donc j'y suis allée un petit peu reculons. Tu fais pas partie de ces enfants ou de ces sportifs ou champions qui ont complètement été biberonnés de force
je sais pas, on peut penser que ton père t'a un peu poussé, mais t'as l'air quand même assez contente de ça. Oui, je le remercie d'avoir fait d'insister. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais pas du tout. J'ai beaucoup pleuré. Voilà. À 12 ans, quand t'as recommencé. Oui, quand j'ai recommencé à 12 ans, parce que c'était aussi dur, mais moins d'un point de vue de ce qu'on avait à faire, mais plus pour moi d'être en face de mes petits copains et d'avoir à donner des coups et en fait de m'ouvrir à l'autre en fait par ce biais-là. Et puis voilà, il y avait des passages de grade. Alors là, compliqué aussi parce que, enfin, vraiment, tu es forcé d'être mis en avant et d'exprimer, voilà, de faire ce que tu as appris. Le karaté, donc, il y a les grades, ce sont des ceintures. Oui. Donc on commence ceinture blanche et on finit ceinture noire. Voilà. Il y a une histoire de ceinture marron, mais c'est pas au-dessus. Oui, tout à fait. Alors les grades, on commence par la ceinture blanche, après il y a la orange, la jaune, la orange, la verte, la marron, puis la noire. D'accord. Et sachant que la ceinture noire, c'est un passage de grade qui ne se fait plus dans le club, en fait. D'accord. Tu le fais face aux enseignants de ta région. D'accord. Donc là, c'est vraiment, tu apprends tes katas, tu as 5 katas à apprendre, des techniques face à un ankion, face à un autre partenaire. Donc c'est des techniques vraiment très très que tu nommes, donc il faut que tu connaisses les mots japonais. Sachant que c'est quand même quelque chose, je te disais en préparation, que moi j'ai fait j'ai joué à un certain niveau en hockey sur glace et quand j'ai arrêté, j'ai fait 1 an de karaté. J'arrivais à Paris, en l'occurrence, j'étais porte d'Auteuil et j'ai adoré ça parce que j'avais un maître, on dit en arts martiaux, oui, voilà, oui. Un prof en tout cas, qui était dur en fait. Donc il nous faisait faire, je sais pas, on finissait sur 300 abdos, on faisait des trucs, c'était vraiment, et en fait les élèves, enfin une partie des élèves, ont fait changer de maître au cours de l'année parce que c'était trop dur. Et moi c'est ce que j'aimais. Donc et on est passé sur un maître qui était un maître plus dans la lignée, on va dire un peu kata, donc ce qu'on appelle un kata, tu peux peut-être mieux le décrire. Technicien, voilà. En fait, hein. Donc si je dois comparer ça pour ceux qui connaissent pas du tout le karaté, ça me fait penser moi à Karate Kid en fait. C'est vraiment l'idée de dire on fait des gestes, on n'a pas trop l'impression, on comprend pas trop pourquoi on fait ces gestes, mais en fait au fur et à mesure des répétitions et de l'avancée dans le karaté, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ce sont des gestes qui ont une importance énorme, je crois. Oui, en fait, le kata, c'est faire des techniques face à un adversaire imaginaire. Donc, en fait, c'est des situations, on imagine qu'on a plusieurs adversaires qui arrivent avec différentes intentions. Et donc, on enchaîne, pour les katas de base, je pense qu'il doit y avoir une vingtaine de techniques. Basiques au départ, donc c'est vraiment les techniques j'apprends. Il y a 3 styles en plus. Il y a le Shotokan, le Shitoryu, le Wadoryu, qui est reconnu en tout cas en France et sont des katas que tu peux présenter en compétition dans ces styles-là. Et toi, tu étais quel style du coup? Shotokan. Donc c'était un style. Voilà, c'est un style un petit peu physique. On cherche aussi la puissance, l'équilibre. Bon, l'équilibre c'est un peu dans tous les styles. Et moi, enfin, ce que je peux dire du kata quand t'es combat, enfin, à mon sens, le kata c'est une manière enfin, c'est comme quand tu fais du piano et que tu travailles ta partition. Tes gammes, oui, d'accord. Tu travailles tes gammes, exactement. Et même si aujourd'hui on se spécialise dans le kata ou le combat, je pense qu'il est quand même très très important, surtout pour un enfant, un jeune, de travailler le kata pour 2 raisons. On travaille la concentration, parce que des fois c'est un peu rébarbatif, je trouve, de faire et en même temps c'est extrêmement exigeant et je préfère le combat entre nous parce que c'est une recherche de perfection, parce que l'enchaînement des techniques est imposé. En Shotokan, je crois qu'il y a 24 ou 26 katas. Et donc je trouve que c'est assez formateur justement sur l'état d'esprit. C'est comme si tu faisais des calculs en pagaille et que tu te dis mais ça me sert à rien. Ce sont des chorégraphies presque. Oui, c'est ça. Et en même temps ce sont des techniques, par exemple tu as des coups de genoux, tu as des armes.
on peut se servir d'armes qu'on ne voit pas, mais qui sont présentes dans le kata. Donc ça te donne un plus et potentiellement ça te fait travailler différemment, et en plus que le combat qui est dit kumite ou en combat, du fait de l'intégrité physique, c'est extrêmement réglementé et codifié, et on ne peut pas mettre un coup de genou ou les doigts dans les yeux de son partenaire. Ouais. Je dis bien partenaire, je considère d'ailleurs la personne en face de moi comme un partenaire et pas un adversaire, parce que s'il n'était pas là, je ne serais pas là non plus. Enfin, et j'ai besoin de lui pour progresser. Donc c'est un partenaire, même si on se donne bien des coups. Ce qui est propre au karaté, mais pas à ce que tu enseignes du coup dans la vraie vie ou dans tes associations, oui. Parcours associatif. Voilà. Et du coup, tu passes toi tous ces grades au fur et à mesure, donc 12 ans. Alors 12 ans déjà. Faut noter que c'est quand même assez tard pour devenir champion derrière. C'est ça, oui. On peut te dire que 12 ans, c'est trop tard. Aujourd'hui, oui, on pourrait le dire. Après, je crois que ça dépend ce qu'on met dans sa pratique. En même temps, c'est vrai, on peut pas devenir champion s'entraînant une fois par semaine. Mais du coup, comment tu peux expliquer, toi, tu es devenu champion de France à quel âge, j'imagine, ou c'est quoi les... On commence par les championnats de région, donc champion de Provence. Après, on a effectivement les championnats de France. Et puis champion de Provence, t'étais assez jeune finalement, ou... Oui, mais après, ça se fait par catégorie d'âge, donc ça, on peut être champion de Provence à 6 ans. Oui, non, mais je veux dire, à 12 ans, quand tu t'aimais la première année, t'es pas championne de Provence à la fin de l'année. Non, parce qu'il faut 2 ans de licence. D'accord. Il faut un minimum de background. Mais il me semble que, ou peut-être que j'ai commencé assez rapidement quand même. J'ai dû faire même à 13 ans, j'ai dû commencer. Et tes grades, tu les passes très vite, pour raconter ton début de... Bon, je pense que pour moi, les grades, c'est pas une référence quant à son implication et à sa progression, parce que ça dépend beaucoup de l'enseignant dans ton club. Et je crois que j'ai un peu stagné entre la bleue et la marron, mais j'attache pas d'importance au grade. D'accord. C'est comme n'importe quel, même au niveau des enseignants, il y a des enseignants, ils peuvent être 6e dan et à mon sens ne pas savoir enseigner. Et alors les dan, on y vient parce que oui. Donc en fait, si tu veux, de la ceinture blanche à la ceinture marron, je pense il doit y avoir à peu près 4-5 ans, voire 6 ans, à fonction de ta régularité. D'accord. Si tu, pareil, il faut être assidu pour passer, pour apprendre ces katas qui, au fur et à mesure des années, des grades sont plus complexes. Et pareil en combat. Et ensuite la ceinture noire, voilà, tu as des combats qui, s'ils sont validés, te donnent des points et font que, en cumulant les combats, les katas et les techniques à 2, tu as ton grade. Et c'est comme ça jusqu'à la ceinture, jusqu'au premier dan. Après, t'as 2e, 3e, 4e. Donc les dan sont des formes de ceinture virtuelle au-delà de la ceinture noire, c'est ça? C'est ça. Et à partir de quand tu découvres le combat, toi? À quel âge? 12 ans. Si tu veux, c'est vrai que du coup, par rapport à ce que tu dis, ça dépend des enseignants, quelle approche. Il y a des enseignants qui vont jamais te faire de combat. Ce qui, à mon sens, est un non-sens. parce que c'est une discipline de combat, donc faire que des techniques face à un adversaire imaginaire, je vois pas trop l'intérêt. C'est pour ça que c'est complémentaire pour moi, le kata. Oui. Le kata, c'est juste une manière de renforcer tes articulations, ta concentration, ta capacité, ta respiration. Tes muscles aussi, je me dis. Voilà, c'est ça. Oui, enfin articulation, je pensais plus au niveau du gainage, tu vois, puis ça fait mal, donc c'est un peu la musculation de l'ancien temps. Oui. Tu restes sur tes positions, et puis c'est assez rigide. Alors aujourd'hui en combat, c'est extrêmement souple. On va chercher la longe, on a le corps qui est vraiment extrêmement détendu pour être rapide, vu que on n'est pas au KO, on cherche la touche dans la forme que je pratique en tout cas. Et je trouve que du coup c'est assez complémentaire de chercher cette souplesse dans le corps pour se rendre disponible en combat. Et alors qu'en kata, on arrête le geste, les gestes sont très marqués. Oui.
Donc et à chaque fois sur les passages de grade, on travaille les deux. Donc à mon sens, l'enseignant doit travailler le karaté dans sa globalité, en kata et en combat. Et du coup, un championnat pour le gagner, donc c'est sur du combat. Oui. Donc avec un partenaire. Et donc tu dis c'est des touches, donc c'est-à-dire que tu dois à partir du moment où, je sais pas, avec ton pied, tu touches le visage de ton adversaire ou d'autres parties, j'imagine, tu gagnes un point. C'est ça, c'est un peu comme l'escrime. D'accord. On cumule les points sur une durée le combat dure 2 minutes pour les filles, 3 pour les garçons. D'accord. Et c'est vrai que c'est extrêmement codifié et les contraintes sont bien définies. En fonction de la difficulté de la technique, on va accorder plus ou moins de points. Par exemple, effectivement, un coup de pied au visage, ça vaudra 3 points. D'accord. Parce que la prise de risque est importante. Oui. On peut toujours se faire contrer, on s'expose. Et il faut contrôler son pied. Puisque le KO n'est pas autorisé. Un KO est signe de non-maîtrise de sa technique. Éliminatoire. Et c'est éliminatoire, absolument. Et alors, après, au corps, un coup de pied au corps, c'est 2 points. Et un coup de poing au corps ou au visage, c'est 1 point. Et on peut aussi projeter, c'est-à-dire que si par exemple tu me fais un coup de pied, que dans le temps de ton coup de pied, je te saisis la jambe et je te fais tomber au sol et que je te mets une technique de poing au visage, par exemple, donc bien de manière tout à fait précise, j'aurai également 3 points. D'accord. Du fait de la difficulté de cette technique. Et ça fait peur? Est-ce que tu as peur quand tu montes sur le tatami? Je n'ai non, en fait, il y a une forme de conditionnement. Il y a la peur de l'inconnu. Il y a une forme d'excitation. Parce qu'on dit que la boxe, par exemple, quand même, je crois que les premières fois où tu montes sur un ring, et tu montes pas, d'ailleurs, même les grands boxeurs, ils font 20, 30, 40 combats, mais pas non plus des millions ou des centaines dans leur vie. Oui. On dit que la boxe, c'est pétrifiant, quoi. C'est quelque chose pour le boxeur. Ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose. Tu peux pas. À mon sens que si tu es, alors oui, on a peur. Naturellement, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est une forme il y a la peur de l'inconnu. Mais si pour quelqu'un après j'ai commencé à en faire à 12 ans. Et j'ai accepté ce qui de l'extérieur peut faire peur, la peur du coup. C'est-à-dire que si j'ai peur du coup, vraiment peur du coup, j'arrête, j'en fais pas. J'arrête parce que ou alors je travaille sur ce frein-là parce que ça fait partie intégrante du travail du combattant. Peur de donner, peur de recevoir un coup. C'est normal, c'est humain. Sauf que ça fait partie du deal qu'on passe à pratiquer cette discipline, sachant qu'en plus l'intégrité physique est primordiale dans cette forme-là, en tout cas, puisque le KO n'est pas autorisé et que donc ça fait partie de la règle. Est-ce que ça facilite pas un peu je veux absolument pas retirer quoi que ce soit, mais le fait d'être retouché, le fait d'avoir moins peur, est-ce que tu aurais plus peur si tu étais au KO, tu crois, ou pas forcément? Ah, c'est une bonne question. En fait... T'as déjà fait du KO, d'ailleurs? Oui, un KO... Enfin, ou du combat au KO, je veux dire. Est-ce que t'es déjà sorti de ce... Par accident? Non, cette forme-là, non, ça m'intéresse pas. D'accord. En fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les boxeuses, pour actuellement le K1 ou cette forme-là où on a de plus en plus de femmes. Je sais pas si c'est ou même les hommes, sauf que bon, je suis plus sensible aux femmes aussi, peut-être parce que c'est récent. Oui. C'est pas bien que je dise ça parce que mais c'est parce que même pour les hommes, en fait, ce qui me dérange, c'est les conséquences que ça peut avoir sur ton corps et sur ton mental. Oui, bien sûr. Parce qu'on a... mais attention, c'est valable pour le foot américain, c'est valable pour le rugby, c'est valable pour tous les sports, parce qu'il peut y avoir des impacts... sauf que dans ces cas-là, le foot américain, parfois, en défense, ça peut être volontaire. Enfin, c'est volontaire, mais voilà, c'est que ça fait partie du deal qu'on s'est donné d'aller au KO. Et ça m'intéresse pas.
Je veux vivre enfin, Ouais. c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect. Et bien, évidemment que le combattant qui est dans cette forme-là, fait en sorte il évite, il fait tout pour ne pas se retrouver dans cette situation de chaos. Mais ça peut arriver. Nous aussi, ça peut arriver, mais c'est sanctionné et on travaille en sorte que ça n'arrive pas. Sachant qu'on dit bien une chose, hein, quand on fait pas souvent le rapprochement, mais quand ton enfant tombe dans la cour ou quand quelqu'un a un petit accident, on te dit c'est pas grave, il s'est pas évanoui. Et c'est quand même le chaos qui est évité. Et le chaos, c'est quand même quelque chose cérébralement. Enfin, c'est Absolument. très, 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 très mauvais, quoi. Et du coup, se dire qu'on autorise encore dans des sports, des choses comme ça, c'est un peu flippant en soi. Ouais, je suis d'accord, ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Où on a bien vu des boxeurs, enfin, qui ont sur des certaines maladies. Ou oui, il y a des ruptures d'anévrisme, il y a au niveau du cerveau, c'est... Ouais. Donc, chapeau. Chapeau. Mais tirez pas. Non, voilà. Et du coup, toi, tu te bases sur du contact. Tu fais ça à partir dès tes 12 ans. Et tes premières compétitions nationales et internationales, comment ça se passe? Raconte-moi un peu comment t'arrives dans tout ça. Ça s'est fait naturellement parce que j'étais douée. J'étais contente parce que j'étais valorisée aussi dans ce que je faisais et donc ça m'a aussi beaucoup motivée parce que j'avais pas non plus j'avais pas extrêmement confiance en moi et du coup j'étais très encouragée et mon premier championnat de France, donc j'étais cadette, j'avais 15 ans, je pense. Alors donc tu vas à Paris, hein, c'est d'un coup, il y a le voyage. Mais mes premières compétitions nationales ou internationales, j'étais extrêmement stressée. Je doutais de mes capacités, même si j'étais contente d'être encouragée. Oui, j'avais vraiment l'impression de perdre beaucoup de mes moyens mentaux. Enfin, je cogitais énormément, ce qui fait que je pense que je perdais vraiment 50% de mes moyens. Et c'est pour ça que j'étais férue d'entraînement et je croyais et je crois toujours de toute façon à la force du travail, de l'effort. Et encore plus dans cette période-là où je doutais de tout. Et heureusement, et c'est pour ça que ça a été formidable, le travail a payé. Et il y a eu un facteur déclenchant quant à l'état d'esprit, parce que c'était ça aussi, et le pourquoi je le fais. Le sens de ma pratique. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vrai que donc comme ça venait de mon père qui m'encourageait, et qui je l'ai vraiment fait parce que je l'aimais et que s'il considère que c'est bon pour moi, donc j'y vais. Mais je le faisais pas avec conscience, avec un engagement vraiment où c'était moi qui le faisais. Voilà. Passion. Oui, passion. J'étais passionnée parce que j'avais j'étais très solitaire, donc je sentais que je faisais partie d'un groupe. Je sentais que je vivais une expérience. J'avais l'impression que je vivais une expérience unique avec la tribu des karatékas. Tu vois, t'as tes entraînements 3 fois par semaine. C'était presque quasi religieux. J'étais sans en rien dire à personne, mais à un moment donné, quand parce que j'étais encouragée, mais j'arrivais pas à l'expliquer en fait. Mais j'étais bien, je me sentais bien, même si effectivement extrêmement sensible à la moindre situation exceptionnelle, je pleurais sur le tatami, donc bon, c'est pas grave, mais c'était libérateur. C'est marrant parce que c'est un truc libérateur. qui te caractérise, les larmes, j'ai l'impression. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et je me suis fait la remarque donc en préparant un peu cette conversation, et je me disais c'est marrant de voir une femme aussi forte et aussi sensible. Et parce que quand on te voit on cherche ton nom sur internet, on voit que t'es une vraie forme de sensibilité qui est touchante, et
c'est marrant parce que à la fois tu parles de doute et à la fois tu dis que tu étais doué. Et j'aimerais, je sais pas si toi tu sais comment t'es passé de ce. Alors, comment t'es doué? Est-ce que t'es doué parce que t'étais souple? Est-ce que t'es doué par nature? Est-ce que t'es doué par le travail? Et comment tu deviens championne, quoi? Qu'est-ce qui a shifté dans ta tête? D'ailleurs, une autre question, j'en ai plein en même temps, désolé, hein, mais est-ce que ces doutes dans la tête, est-ce que le travail peut réellement t'enlever ce doute? Tu disais que quand t'arrivais, est-ce que parce que si tu travailles plus, tu réussis à enlever ce doute? Je crois, oui, en tout cas, j'y ai cru, moi, au travail, et ça, la preuve, c'est que ça a fonctionné. Mais le fait, être doué, on me l'a dit. Mon père, à l'adolescence, me disait, tu seras championne du monde. Et moi, j'ai dit, mais arrête, tais-toi, papa, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et moi-même, je n'y croyais pas. Et vraiment, sincèrement, je n'y croyais pas. Mais l'avantage dans le sport, c'est que là où ça confirme que tu es doué et que le travail paye, c'est que tu gagnes. Parce que tes combats, tu les gagnes. Et ça, c'est la meilleure preuve pour te donner confiance et pour penser que oui, finalement, ce qu'on peut dire ou ce que toi, et ça, c'est à mes débuts. Et c'est ce qui a fait que du coup, là où j'ai switché, où j'ai pensé le karaté autrement, c'est après mon premier titre mondial au Brésil, à Rio, en 98, j'ai pensé la pratique différemment peut-être parce que d'abord je pouvais pas faire mieux, on n'était pas encore olympique, mais parce que je reviens à la notion d'état d'esprit et de sens. C'est pourquoi je le fais. Je me suis rendu compte que si je le fais simplement, mais peut-être parce que j'aboutis, je ne sais pas, si je le fais simplement pour donner un coup de poing et un coup de pied et une médaille, il ne va pas en rester grand-chose. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est ce qu'on appelle, c'est le SWOT en marketing. Oui. C'est que si tu te l'appliques à toi-même. C'est une règle de base quand tu es athlète parce que il faut en permanence analyser ton travail. Et cette analyse, elle passe par un travail d'introspection. Le SWOT, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Donc le strength, c'est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc essayez de voir sur ces 4 piliers où on se situe et potentiellement limiter les faiblesses, contrer les menaces et profiter de toutes les forces et les opportunités. Je résume très très succinctement. Absolument. Et donc tu t'appliques ça à toi-même. Oui, sachant que c'est l'essence même du combat. Ça, c'est des choses qui s'appliquent au combat. Et je me suis appliquée à moi-même. Mais alors, c'est bizarre d'ailleurs que j'emploie un terme marketing, mais en fait, l'engagement. Le coup de poing, c'est pas un coup de poing. C'est c'est moi qui envoie à l'autre une information qu'elle reçoit ou pas de tout ce que je suis à travers ce geste final qui est un coup de poing. Tu vois, et du coup tout mon engagement, tout ce que je mets derrière ce coup de poing, c'est moi. Donc le jugement de l'autre, tout ce que j'avais de négatif quant à ce que je suis et ce que je représente, plus rien à faire, parce que ça passe par moi et je suis devenue chercheuse au sens recherche, c'est-à-dire que tiens, en permanence, en analyse positive, c'est tiens aujourd'hui, pas aujourd'hui parce que effectivement c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Oui, je suis extrêmement offensive. Je suis offensive, je me définis comme offensive parce que quand je suis sur le tatami, j'y vais. Je suis pas quelqu'un qui va attendre de voir comment l'autre se comporte pour voir sa faiblesse et aller là où il y a sa faiblesse. C'est je t'impose ce que je fais. Maintenant à un moment donné, l'autre reçoit ça,
et il va me laisser faire le travail. Et quand il va voir, lui, par contre, il va voir l'opportunité, si c'est sa spécialité, il va me piquer au moment où je suis en faiblesse, voilà, au moment où j'ai fini mon attaque. Ouais. Et elle peut prendre, la personne à ce moment-là peut prendre le dessus. Et c'est tous ces échanges-là, que ce soit qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir être rempli, disponible, à l'écoute, hyper sereine. Qu'est-ce que je fais pour être dans cet état-là? Presque, en fait, ça se fait presque naturellement, en fait, parce que c'est, et j'aime bien faire le parallèle avec le théâtre. Jean-Laurent Cochet dit que c'est la surconscience. C'est-à-dire que on se voit, comment dire, on se voit pas faire quand on fait parce que c'est trop tard en combat. Mais c'est ce travail-là c'est pas de la conscience de ce qu'on fait, c'est qu'il faut être encore au-delà de ça. Et du coup, l'approche des années qui ont suivi mon premier titre mondial, mais c'était la totale éclate. C'est-à-dire que même quand je suis arrivée 8 ans après à mon dernier titre mondial, où j'ai arrêté ma carrière sur ce titre-là en 2006, j'étais la doyenne de l'équipe, j'avais 33 ans, et les filles me disaient, mais Laurence, comment tu fais où est-ce que tu vas chercher cette énergie? T'es tout le temps motivée après tant d'années. Et je continue à chercher. Je me suis dit, attends, là, il faut que je travaille ça. Tu vois, comment là, physiquement, telle technique, machin. Parce que c'est un puissant fond quand tu comprends ça. Et l'état d'esprit dans lequel tu fais, mais c'est formidable. Et ma dernière année, j'ai tout gagné parce que je savais que ça allait s'arrêter. Et là, peut-être, et j'ai jamais eu de regret. Le seul regret, je crois, dans ma vie que je vais avoir, c'est celui de me dire, merde, je vis qu'une vie. J'aurais pas assez de temps pour vivre une carrière d'actrice, pour vivre une carrière, enfin pas une carrière, mais vivre le tango comme j'aimerais le vivre, voir les petits-enfants de mes petits-enfants, tout ça, j'aurais pas le temps. C'est malheureux. Donc ça, c'est mon regret. Mais vraiment, enfin voilà, et tout ça, je le dois au karaté et à cette approche, ou même symboliquement, enfin, je suis une combattante, donc je sais que symboliquement à la fin d'un combat, et ça je remercie mon enseignant de me l'avoir appris à Marseille. Qu'on peut citer, si tu peux le citer parce que. Je sais, Laurent Saïdan à l'époque, qui, je sais pas, ça fait longtemps qui lui-même était ingénieur, donc ça a été formidable dans cet équilibre permanent, dans cet accès qui m'a donné la philosophie martiale à cette recherche d'équilibre. Ouais. Nous, les hommes, nous sommes des êtres déséquilibrés et on est tout le temps à la recherche de ça. En tout cas, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, on trouve cette harmonie. On est en une espèce de vibration, comme dirait Bob Marley. Positive vibration, mais c'est vraiment ça. C'est une recherche où une espèce de ping, ce son là qui fait que waouh, purée, bonheur. Ouais, c'est vrai. Et du coup, alors, attends, parce que tu racontes. Ouais, tu racontes, hein, parce qu'après, en plus, il faut qu'on a tellement de choses à évoquer. Mince, non, surtout pas. Il faut que tu me racontes un peu ça. C'est-à-dire que tu m'as parlé de 2 titres mondiaux avec 8 ans d'écart. Et je peux pas me permettre de purger juste un titre mondial comme ça en se disant, bon, ok, c'est qu'une étape dans sa vie. Je veux dire. Est-ce que tu peux me faire un fast accéléré, un fast forward, non, un fast reward, mais sur Rio 1998, c'est magique. Il se passe quoi, comment, et entre les deux, il faut que tu m'expliques aussi parce que du coup, t'as dû perdre des combats, des tas de combats, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, enfin, tu vois, Vas-y. Ouais, alors j'y vais. 98, premier titre. En fait, c'était vraiment ce dont je te parle, c'est le fruit du travail. Et tu y arrives en te disant, je vais le gagner cette année, c'est sûr. Ah, mais c'était ma deuxième participation. Les championnats du monde ont lieu tous les 2 ans. Mais c'était la première fois je perds au pied du podium avec une sensation assez étrange parce que la sensation du rien à perdre. Et je me rappelle. Voilà. Et du rien perdu, du coup. Oui, c'est ça. Tu sais, la plus grande difficulté, c'est de rester. Oui. Et surtout, je sais pas, c'est un mal français ou une espèce de, je sais pas, pas de fausse modestie à se dire, ou peut-être à assumer le fait qu'on est les meilleurs.
Non, puis je veux dire, c'est quand même quelque chose. Il y a aussi un truc, tu travailles. Moi, je trouve ça hyper dur dans l'univers du travail, mais travailler, t'arrives à atteindre un truc, tu l'as atteint. Moi, j'aime bien me dire, bon, allez, je vais aller chercher autre chose. Il y a aussi un peu de ça. C'est-à-dire que c'est pas si simple de se dire, je suis champion du monde, l'année prochaine, je vais le redevenir. Je vois des Teddy Riner, je vois des Fourcade, je vois ce que t'as fait aussi. Je vois, tu vois, se dire, modeste. Enfin, non, c'est des catégories moins médiatiques, peut-être, mais oui. Je veux dire, faut quand même aller chercher les ressources en toi pour te dire, je vais aller rechercher un truc que j'ai déjà gagné, quand même. Oui, mais justement, il y a comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une recherche. Je cherche. Ok. Je suis championne du monde en 98. Je sais pourquoi je le suis. C'est fruit de travail et qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver. Donc, et c'est une maturité. Mais c'est relatif aussi. Oui. Je veux dire, il y a quand même, il aurait pu y avoir une jeune femme qui avait bossé plus que toi, qui était plus prête que toi cette année-là. Oui, c'est vrai. mais potentiellement, enfin. Peut-être pas, et peut-être qu'ils pouvaient pas, et peut-être que c'était pas possible. Oui, il y a plein de facteurs comme ça extérieurs où une espèce de on ne sait pas, et il y a l'état du jour aussi. Et il y a comment est-ce que je gère cet instant que je vais vivre. Est-ce que je vais être présente à ce moment-là, à ce rendez-vous que je me suis donné il y a 2 ans à Rio, le 18 octobre 98. Comment c'est une forme il faut que tu l'anticipes, en même temps il y a toute la gestion, c'est cet engagement, c'est qu'est-ce que moi je savais que je l'ai vécu, voilà, parce que ça je l'ai vécu comme un examen, j'étais soulagée. C'est quand tu bosses comme un chien pour réussir ton examen, ton baccalauréat, voilà, ouais. Ou ton examen d'entrée, voilà. Ouais. Tu vois, c'est ça. Donc c'est X années, c'est l'aboutissement. Ah, soulagement. Donc qu'est-ce que t'en fais ? C'est ça, qu'est-ce que t'en fais ? Moi, j'ai tourné la page et je me suis dit, maintenant, c'est une nouvelle manière d'aborder c'est forcément nouveau parce que ça y est, tu as acquis quelque chose. Donc peut-être que pour celui qui l'a pas acquis, qui n'a pas atteint le sommet, il va y avoir beaucoup de projections, d'envie, de frustration qui vont le freiner. Quand c'est déjà acquis, qu'est-ce que t'en fais ? Moi, je fonctionne en chercheuse, c'est-à-dire que je me suis donné des objectifs sur que ce soit d'un point de vue mental, physique, technique, donc physique, tu vois, les techniques et tout. Je les ai atteints. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? J'étais jeune aussi, et puis en même temps, tu dois gérer ton environnement. 24 ans. Oui. Tu dois gérer ton environnement. Et du coup, le mental, pour y venir, et peut-être que c'est là où il y a le plus de... Même si, bon, le travail, il est partout, et je pense que une des seules réponses que je peux avoir sur ce podcast, en travers de tous mes invités, c'est que je le dis peut-être maintenant à chaque épisode, ça va saouler tout le monde, mais c'est le travail, quoi. C'est le travail, il y a quand même que ça qui paye. C'est vrai. Mais sur le mental, comment t'as des préparations spécifiques parce qu'en plus tu passes. Alors le karaté, je sais pas comment ça se passe par rapport à d'autres sports. Tu passes dans des fédérations, une approche nationale. T'es encadré. On te prépare là-dessus. On te préparait déjà à l'époque. On le fait plus aujourd'hui. Moi à l'époque, j'étais autodidacte. Et c'est vrai que contrairement aujourd'hui où il y a de vraies formations de psychologues, de préparateurs mental, et à l'époque il y en avait pas. Et enfin, mon premier titre. Ensuite, ils ont mis à disposition des sophrologues, préparateurs. Mais moi, j'avais un peu de mal j'arrivais pas à me projeter dans l'approche qu'ils avaient. Est-ce que c'est aussi humain ? Peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait marché. Mais je sentais qu'il n'y avait pas forcément non plus un échange régulier. Est-ce que ça coûtait trop cher à la fédération d'avoir ces personnes-là à disposition ? Parce que c'est vrai que c'est une vraie question économique, hein, je vois dans des sports individuels professionnels, puisque nous on est professionnels dans le sens rémunéré tous les mois avec une vraie, en tout cas soit par les sponsors. Je pense, un joueur de tennis qui gagne sa vie en faisant ce métier, il a une équipe. Kiné, ostéo, préparateur mental, en fonction mais son équipe, il se l'a créée lui-même. Ouais. Voilà. Nous, quand nos principales compétitions sont fédérales,
On a des masters, mais ils sont pas encore rémunérés comme des masters en tennis. Ce qui fait que on a une forme de si vraiment tu penses que tu as besoin d'un préparateur, de tel préparateur mental, ça peut être ta fédération qui va te prendre en charge la compétence de cette personne. Parce que c'est ça, la question derrière, c'est que le karaté, alors aujourd'hui, mais avant peut-être encore plus, tu as gagné de l'argent grâce au karaté ? Prime de résultat. D'accord. Mais attention. Et sponsors ? Non ? Très peu. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas médiatisé. Oui. C'est un peu c'est logique. Enfin, il faut qu'il y ait une visibilité pour que le sponsor te soutienne. Bien sûr. Et nous, on n'en avait pas. Mais j'ai aucun regret, même si je le souhaite très fort aujourd'hui aux athlètes, et c'est le cas dans beaucoup de disciplines dites donc amateurs. Donc, tu prends l'escrime, l'aviron, de beaucoup de disciplines olympiques même. Le judoka, vraiment, faut être au top pour être rémunéré. Mais je n'ai pas de regret parce que finalement le fait alors évidemment peut-être que la qualité de mon karaté était moindre, enfin était moins importante que ce que j'aurais souhaité parce que j'étais obligée de travailler à côté, de faire mes études et je courais de tous les côtés. Mais en même temps, je trouve que ça m'a extrêmement enrichi. Et je suis très autonome et ça m'a permis d'anticiper l'arrêt de ma carrière et de faire à peu près ce que je veux. Et du coup là-dessus justement tu as pas eu trop de sacrifices à faire Justement, c'est un mot que j'aime pas, sacrifice. Non mais il pourrait, je veux dire, certains sportifs de haut niveau, on leur dit d'arrêter les études. C'est là où je parle de sacrifice, c'est-à-dire que à mon sens, il y a toujours des solutions, c'est pas incompatible. Ouais. Et si à un moment donné, si on te dit que c'est un sacrifice, pose-toi la question pourquoi est-ce qu'on te dit, enfin, je veux dire, t'es libre de tes choix. Donc, pour moi, ça a été des choix, mais pas des sacrifices. Et si, enfin, j'aime bien comparer la relation que j'ai au karaté avec des histoires d'amour. C'est-à-dire, à un moment donné, si avec ta compagne, ton compagnon, il y a plus de moins que de plus. Pose-toi la question. Si être avec cette personne, c'est une contrainte et c'est un sacrifice pour toi, arrête. Tu te rends compte que tu es peut-être en train de briser Non, mais tu as tout à fait raison, tout est une question de choix. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu penses que tu n'es... Si je fais cette comparaison-là, tu es avec cette personne comme tu es avec le karaté et tu te dis, ça fait 15 ans que j'en fais du karaté, qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre ? Est-ce que je vais prendre le risque de faire autre chose ? Et c'est un effort énorme que ça va te demander. Idem si t'es avec quelqu'un depuis 15 ans et que tu te dis, mais non, en fait, t'en peux plus parce qu'il se passe ça, t'es malheureux, tu le vis mal, etc. Mais, enfin, faut discernement. Si ça se passe, si tu le vis vraiment comme ça, arrête. Et c'est pour ça que je suis un peu en colère quand des athlètes, ils disent, j'ai fait des sacrifices. Mais c'est ce que j'ai envie de dire aussi à beaucoup de gens, d'ailleurs, qui dans leur boulot, je veux dire, on parle de relations, mais beaucoup de gens pensent que c'est très dur de tout quitter et en fait il y a une vraie libération potentielle et à un moment il faut voir ce qu'on a à perdre et ce qu'on a à gagner. C'est ça. Mais souvent ce qu'on a à perdre c'est potentiellement un beau salaire, mais ce qu'on a à gagner c'est beaucoup plus. Oui. Puis tu me demandais par rapport aux échecs. Oui. C'est la même chose. Quand je monte sur le tatami. Et ça m'est pas venu tout de suite, hein, évidemment, parce que maturité, parce que l'état d'esprit et le sens pourquoi je le fais. Quand je monte sur le tatami, la première chose que je me dis parce que j'ai fait le choix de monter, c'est d'accepter le résultat. Parce que du moment que je monte, je peux perdre. Ça fait partie du deal. Donc, il faut l'accepter. Et si je perds, c'est pas négatif. Parce que je vais comprendre pourquoi j'ai perdu et c'est ce qui va me permettre, en l'analysant, de progresser et de m'améliorer dans ma capacité à pouvoir avoir un plus grand éventail de possibilités dans ce que je donne, dans ce que je fais. C'est quelque chose qui est très cher à toute la culture de start-up finalement, hein, de se dire que les échecs sont que des étapes vers la réussite. Maintenant, si je prends, on n'a pas assez passé de temps sur 98, on y reviendra, hein, j'espère. Mais donc, tu as eu 2000, 2004, 2006,
2002, 2004 Mhm. et tu as regagné en 2006. Oui, et je fais 3 à chaque fois sur le. Troisième à chaque fois. Ouais. Donc tu Je gagne les petites finales. tu perds en demi-finale et tu gagnes les demi-finales. Donc t'as jamais perdu en finale. Jamais. Et je veux dire, quand tu sors de ces championnats du monde à chaque fois, sur le moment, tu te dis pas, j'ai appris, c'est super. T'es vénère, non? Une fois, la fois, 2000. Est-ce que tu peux être un bon combattant? Je reformule ma question en te disant, en te laissant l'opportunité de te dire dans un coin de ta tête, de toute façon, si je perds, c'est pas grave. Non, jamais. Tu dois rentrer en te disant, je vais la bouffer. Bien sûr, je me dis jamais, je rentre pas en me disant, je me dis pas. C'est dans un coin de ma tête de me dire, si je perds, j'en tirerai des leçons. C'est ça. Après, évidemment, si je suis là, c'est pas c'est pour être active et prendre l'ascendant avec. C'est comme une joute verbale. Tu me fais une proposition, tu me dis quelque chose, et soit je te dis, soit je dis ok, je suis d'accord avec toi, et bon, on serre la main, et c'est 0-0. Soit moi aussi sur ce même sujet, j'ai une opinion, et je vais essayer vraiment de te faire comprendre que ce que je pense et ce qui émane de ma conviction est plus forte que la tienne de conviction. Je caricature, bien sûr. Mais c'est vraiment ça le combat. Mais et du coup, sur ce combat, c'est un échange, c'est une joute. À quel point, à ton niveau, quand tu arrives en finale de championnat du monde ou en demi-finale, ou enfin avec des niveaux des femmes à un niveau comme ça, à quel point tu crois que dans le regard, dans les signaux que t'envoies avant le combat, tu peux pas gagner une partie, mais en tout cas, t'es comme ça, ou avant le combat, t'es une Laurence sympa, et puis on se fait la bise, salut, etc. Enfin, dans ces sports de combat, tu sais, il y a toujours cette espèce de cinéma, jauge, voilà, on se jauge, mais faut les envoyer ces signaux, non? Faut montrer à l'autre que c'est pas, à mon sens, c'est pas volontaire, mais c'est très instinctif. Et c'est pour ça que j'adore ça. J'ai beaucoup, pendant très longtemps, je suis pas trop j'aime pas trop être dans l'analyse. J'aime quand c'est organique et quand effectivement, si je te regarde, on se regarde dans les yeux et que tu as le regard qui va plus de 60% de la communication est non verbale. Oui, ben c'est pour ça, mais c'est d'où ma question. D'où ma question. Donc, du coup, mais évidemment. Je veux dire. C'est comme des phéromones, ça s'explique pas. C'est du reniflage, quoi. C'est organique, Mais il y a ce côté aussi où finalement, comme tu le dis, moi, alors ça me fascine et je crois que j'étais plus, comment tu dis, combattant, pas offensif. Même si je crois que je suis toujours assez offensif, mais je suis pas défensif, mais je veux dire ce côté offensif, très offensif. Il y a des gens même dans le business ou dans la vie qui sont très offensifs, qui je trouve assez impressionnant. Dans le business, ça peut vite aussi paraître soit de l'arrogance, soit quelqu'un qui est un peu too much. Mais il y a quand même dans le combat ce truc où toi tu rentrais et la nana en face, tu lui montrais direct. Ouais. Regarde, j'adore qui c'est le patron. C'est pas trop de dire qui c'est le patron, c'est exprimer ce que t'es profondément. Voilà, je suis comme ça. Il y en a qui arrivaient à te prendre le dessus direct. Mais genre qui te montrait que tu pouvais avoir une nana qui arrivait qui était plus offensive que toi. Bien sûr, et on se neutralise. Espèce de truc de tu sens que il y a ça, et puis tu vois, j'avais une Turque à Arras. On s'est souvent retrouvés en finale et on est offensives toutes les deux, mais en même temps, il y a la subtilité du fait qu'elle soit turque et moi française. On a des spécificités, si tu veux, dans notre culture qui se traduisent sur le tatami. C'est assez étonnant. Mais tu vois, oui, je suis offensive. Et certainement que dans mon approche et dans le travail que je fais avec Fight for Dignity, c'est ça aussi. Je peux être un petit peu la tête dans le guidon. Mais je reviens à la notion d'équilibre. C'est que là où je me suis cassé les dents, là où j'ai perdu, c'est sur des athlètes et sur des femmes qui étaient toutes en défensive. Je prends le cas d'une américaine qui m'a battue 2 fois, qui a fait que j'ai pas eu accès au final. Et là, on est en 2004 et 2002. Elle ne fait rien.
moi, je suis, c'est ce panache à la française. Je me dis plus, ce que j'adore, c'est de pouvoir apprendre un maximum de techniques et puis piocher dedans comme ça pour les proposer sur le tatami. Donc des coups de poing, des coups de pied, des projections, toutes ces choses-là. Et cette américaine, elle est gauchère comme moi, et elle avait un coup de poing. Et elle a gagné deux championnats du monde dans ma catégorie de poids avec un coup de poing. Elle ne fait rien. Et le comble pour moi, le comble. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc je me suis dit, ok, sur les dernières années, et là où je m'en suis beaucoup voulu, j'étais très en colère. C'était quand je perds en 2004, et parce que je n'avais pas appris ma leçon de laisse venir. Tu vois, l'offensif. Surtout qu'il y a un côté hyper relou là-dessus. C'est que quand t'es très offensif et que tu perds comme ça, il y a un côté irréfléchi qui te fait un peu passer pour un con quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. Et t'es pas, tu vois un peu le côté brut de décoffrage, genre je suis un débile qui tape à tout va. Je me permets ça parce que je pense que j'essaye de plus être comme ça, mais il y a ce côté un peu et en effet quand tu tapes, comme tu l'as dit, t'apprends la leçon et finalement même si dans le sport souvent l'offensif c'est plus beau parce que le défensif c'est chiant un peu. Oh ben moi j'ai beaucoup d'admiration. Oui, mais t'as de l'admiration, mais c'est chiant. Mais oui, parce qu'il se passe rien a priori. Voilà. A priori, si tu mets deux défensifs l'un en face de l'autre, il se passe pas grand chose, mais en même temps il y a une intensité. Tu vois, effectivement. Tu compares sur un match de foot, tu mets deux offensifs, t'as 5-4 et c'est plus drôle que un vilain 1-0 après prolongation, tu vois, ou un 4 contre 4 tir au but à 0-0, tu vois. C'est vrai. Donc, d'accord. Bon, on pourrait y passer des heures, mais alors venons sur 2006 et comment c'est là où tu as deux titres en 2006? En fait, 2006, j'ai gagné toutes les compétitions possibles. Donc j'ai gagné l'Open de Paris et c'était juste après il me restait une UV à valider à l'ESSEC et que j'ai décidé de mettre de côté parce que j'avais décidé d'arrêter ma carrière cette année-là. Parce que j'allais être diplômée, parce que j'avais 33 ans, parce que j'étais motivée, mon corps était OK, mais je sentais que j'arrivais à la fin d'un cycle. Et même 2 ans avant, je m'étais dit que j'arrêterais à ce moment-là. Et j'ai eu l'expérience de l'Afghanistan et du mois passé à Kaboul avec Play International, qui est une ONG qui travaille beaucoup, donc comme son nom l'indique, à l'international et qui fait de l'éducation par le sport. Et j'ai passé un mois à Kaboul. Avant. Oui, avant cette dernière année, c'était en août 2005. Okay. J'étais blessée. Je m'étais blessée au championnat d'Europe de cette même année, 2005. Et c'était une des plus grosses blessures parce que j'en avais pas beaucoup eu. J'avais l'aponévrose plantaire. C'était un petit tendon tout fin sous le pied qui s'était déchiré. Et donc, bon, très handicapant. Mais ce qui m'a permis de préparer mon séjour à Kaboul, j'ai rencontré des jeunes femmes extrêmement courageuses, qui parfois, au prix de leur vie, venaient en cachette faire du karaté. Donc ça m'a extrêmement marqué, et notamment du fait de leurs conditions, de leur jeune âge et de ce que j'ai pu apprendre à leur côté sur leur engagement, sur leur courage, voir les conditions de vie aussi à Kaboul. L'hostilité permanente, l'économie, c'était un pays qui était en reconstruction. Consciente de tout ça, de ce que je m'étais déjà dit, mais que sur notre condition d'humain, mais que je n'avais pas concrétisé sur le terrain. Oui. Parce que même si je savais que je me suis toujours dit que symboliquement sur le tatami, il y en a un qui meurt. Si on se donne des armes au bout de nos coupes de pied ou de nos mains, gagné perdu, c'est un duel. Et puis on prend le risque quand même si on est sanctionné, du chaos, un chaos, tomber et bouger et convulsé, c'est possible. Et ça fait partie de notre quotidien d'athlète. Et c'est ce dont on a conscience. Et quand je suis allée là-bas, le rapport à la mort, par exemple, était il n'y a pas de tabou et c'est presque quotidien du fait de leurs conditions. Et plus la condition de la femme. Je peux te dire que quand je savais que 2006, que je suis revenue, que j'allais mieux au niveau de mon pied, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai tout gagné, c'est que
la vie est courte. La vie est courte. Une certaine relativité par Absolument. rapport à... Et puis, je suis arrivée à les faire venir sur ma première compétition, l'Open de Paris en janvier, qui est la compétition internationale en France. C'est sur cet événement qu'on voit un beau reportage, quand on tape Laurence Fischer sur Google, on voit ce reportage. Ouais. Voilà. Très beau, ouais. Et donc, où tu pleures. et oui, forcément, l'émotion à son comble de les voir après ce mois passer à leur côté, la conscience de leurs conditions et de les voir ici à Paris. J'étais assez émue et bouleversée, et ça a été vraiment aussi la naissance non, c'était déjà en moi de cet engagement, de mon activisme quant au droit humain. Et tu gagnes. Et je gagne tout parce que je savais que c'était la dernière fois. Et que tu sais, on devrait se dire ça, on devrait tout le temps se dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Avec raison, sans être dans l'excès, mais se dire vivons l'instant présent, profitons-en. Oui, je suis d'accord. Et il y a des moments, tu sais, alors je peux faire un comparatif et en effet qui est plus comparable au karaté que à ces pauvres jeunes femmes. Et même si le terme pauvre est peut-être pas le bon, mais ces jeunes femmes qui ont vécu tout ça. En tout cas, par rapport au karaté, par rapport à ce combat et cette dynamique que t'as. L'année dernière, sur Cosa Vostra, on est sur des compètes, donc et j'aimerais tellement que, en fait, je crois que je voudrais arrêter ces compètes et que les gens viennent chercher une agence en se disant je veux bosser avec eux et pas je veux, parce que les compètes, je pense, ça détruit de la valeur plutôt que ça en construit. Mais on fait 5 compétitions en parallèle. On arrive sur les 5 en plus qu'en shortlist, en duel, en 1 contre 1. Et c'est des temporalités assez importantes. On est en juin 2017. Et moi, je suis là, j'ai faim, on bouffe tout le monde, on fait des super trucs. Et tout ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je reste persuadé que c'est ce qu'il y a de mieux et que quand je vois les résultats des projets, je pense que les clients ont eu tort de pas bosser avec nous. Mais il y a quelqu'un en face, quoi, tu vois. Et il y a quelqu'un en face, je reviens sur la relativité aussi que tu disais tout à l'heure, c'est que même cette année, où tu pouvais avoir une nana qui était allée pas à Kaboul, mais ailleurs, qui avait vécu ce truc-là. Et c'est ça où aussi l'histoire est belle, c'est de réussir. Les vrais champions, ils arrivent à quand même être au-dessus toujours. Elle était là, cette américaine, encore en 2006 ? Malheureusement, j'ai pas pu la rencontrer. Elle est sortie avant. D'accord. Ouais, je l'ai pas rencontrée. Malheureusement, j'aurais aimé. Parce que tu vois, j'avais l'impression que j'avais fait un chemin aussi. Mais tu sais, il y a un truc vachement important aussi. C'est pour ça que j'adore le théâtre aussi. C'est qu'à un moment donné, quand tu maîtrises un peu ce que tu fais, c'est que tu as une très grande liberté d'être toi-même. Bien sûr. Dans ce que tu fais. Et ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, je trouve que ici en France en particulier, et dans nos pays, je veux pas employer le mot démocratie parce que malheureusement dans d'autres pays il y a démocratie dans le nom du pays, et puis c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, on a le privilège de pouvoir avoir le choix. Si on est bosseur, si on s'en donne les moyens, si on y croit. Bon, il y a plein de si, mais en tout cas, on a une certaine liberté d'action. Et je trouve que quand on maîtrise un petit peu ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait, bien sûr, quand on aime, et c'est mon cas, on a cette liberté d'expression, d'être soi qui te remplit, quoi. Et c'est ça qui me porte dans mon combat pour les femmes, parce que j'y ai touché, et avec délicatesse, en essayant de m'adapter le plus possible à ce qu'elles sont, et je veux leur donner ça parce que ça rend fort, ouais. Et c'est vrai que c'est un beau combat. Donc, on va venir là-dessus tout de suite. Cette année 2006, donc Paris Master, c'est pas les championnats du monde. Hein. Non, en janvier, c'est ce qu'on appelle la première ligue. C'est un équivalent Master en tennis. C'est vraiment, t'en as plusieurs aujourd'hui, même qui te permettent de pouvoir être sélectionné aux Jeux Olympiques. À venir, en 2020, et c'est the compétition internationale en France. D'accord. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Et après, tu gagnes en championnat du monde en individuel et en équipe, c'est ça ? Alors non, cette année-là, malheureusement, effectivement, je n'ai pas
pas fait de doublé. D'accord. Mais on a une très très grande athlète, je fais une parenthèse, Alexandra Riccia, extrêmement impressionnante, moins de 50 kilos, qui combat aussi par équipe et qui a été 3 fois championne du monde par équipe, monstrueux. Ouais. Elle m'a détrônée de mon règne d'athlète la plus titrée en karaté. Extraordinaire. Mais non, j'ai pas eu cette chance-là parce que aussi j'arrivais, tu vois, en équipe, évidemment, sur la même semaine, on fait équipe individuelle et de compétition au championnat du monde. Mais l'équipe venait à peine de se former. Tu sais, c'est important que dans le collectif, tu vois, qu'il y ait une sorte de... Ce qui s'est passé après notre premier titre mondial, ou en 2000, l'équipe, on avait vécu des trucs ensemble, on était de la même génération. Et c'est vrai que là, ça a pas matché vraiment. Et c'est très très important aussi pour performer. On est d'accord que sur l'équipe, vous n'êtes pas 6 sur le tatami à vous taper sur la gueule. C'est très juste. Oui, c'est comme en tennis, on cumule les victoires. D'accord, très bien. Ou les défaites. Et chez nous, ça va assez vite parce qu'on est, contrairement aux garçons, je note une petite inégalité. On n'est que 3 par équipe. Les garçons sont 5. D'accord. Ce qui fait qu'en cumul de points, ça va assez vite. À 2 victoires, c'est plié. Écoute, déjà bravo pour tout ce parcours de karatéka, et après en plus tu en as fait beaucoup plus en tant que formatrice, où je crois que c'est un parcours. On échangeait après sur la difficulté d'être dans le parcours quand t'es athlète ou entraîneur, parce que c'est en fait, les compétitions sont le week-end, donc en fait, c'est un combat permanent en l'occurrence. Oui, c'est un engagement. Voilà. Oui, c'est une vocation. Enfin, je dis pas que j'ai peu la vocation de transmettre, puisque je pense que oui, mais pas de cette manière-là. En tout cas, le haut niveau, c'est vrai que c'est. D'ailleurs, c'est assez. Quand on devient entraîneur, c'est le même parcours. Enfin, tu fais la même chose que quand t'es athlète, donc tu n'es jamais chez toi. Et c'est vrai que au niveau il faut bien se mettre d'accord avec le partenaire, avec le compagnon. Oui, il y a des sports comme ça. Tu te dis, mais le type qui fait de la Formule 1, qui passe 22 grands prix, 20 grands prix. Des week-ends sur 54 semaines où en plus il y a des entraînements, et puis après généralement ils deviennent tous consultants journalistes et je sais pas quoi, ils passent leur vie à l'étranger, c'est de la folie. Voilà. Donc dans une moindre mesure. Et donc toi tu as décidé de... Alors en parallèle, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as glissé, mais tu étais dans une grande école de commerce qui s'appelle l'ESSEC, où tu as eu un master. J'étais diplômée grande école, donc en fait j'ai fait 3 ans et c'est un Master of Science in Management. Ok. Et donc diplômé en quelle année? 2007? En 2007. 2007, juste après. Donc une autre victoire quand même assez importante. Et tu t'es découvert, alors avec, on sent ce point important de l'Afghanistan, 2005, l'Afghanistan, ça doit être quelque chose quand même, Kaboul. Une vocation pour autre chose. Pourquoi et comment? Je veux dire, qu'est-ce qui a emmené Laurence est-ce que c'est le fait d'être partie aussi introvertie, d'être arrivée aussi forte? Je sais pas, est-ce que t'étais faible ou pas, mais en tout cas, est-ce que c'est la force du physique on a l'impression, en tout cas, on voit des choses assez fortes dans les vidéos qu'on voit, justement, et on voit que, par exemple, c'est pas que du virtuel. Je veux dire, quand elle frappe les femmes là au Congo, dans cette émission qu'on voit qui a été tournée par Arte. Oui, c'est Katia Clarence qui m'a accompagnée. C'est pas, on n'est pas juste dans du kata, quoi. Hein. Il y a les katas aussi, mais effectivement, ça frappe. C'est une manière d'exorciser, pas d'exorciser, mais de faire sortir ce que. Et je l'ai dit au début, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que je me sentais pas faible quand j'étais jeune et que je n'arrivais pas à m'exprimer. Bien au contraire, je sentais que j'avais le feu en moi, j'avais un truc, tu vois, mais ça sortait pas. Et c'est ce qui m'accompagne toute ma vie, c'est ça. Et je me suis dit, j'y suis arrivée grâce au sport. J'y suis arrivée grâce au karaté à être vraiment qui je suis. Et c'est ça mon combat aujourd'hui, c'est de me dire ce parcours que j'ai eu et cette force que je suis arrivée à exprimer grâce au karaté,
et l'impact que ça a eu sur mon environnement, sur ce que je suis, je veux le transmettre parce que j'ai rencontré effectivement des femmes extrêmement vulnérables, des enfants aussi. Et comme par hasard, sur mon chemin, j'avais souvent, alors c'est peut-être pas un hasard, peut-être qu'inconsciemment j'allais vers ces personnes-là, mais je rencontrais des personnes en difficulté. Et ça marche. Mais est-ce que, alors pour formuler ma question aussi autrement, est-ce que le fait que ce soit le karaté plus que le triathlon, ça a une valeur, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et parce que finalement, tu pourrais dire, je les sors de tout ça grâce à une sorte de diversion qui est de leur faire penser à autre chose, croire en elles grâce les emmener les faire se surpasser, etc. Il y a quand même une valeur de, je pense, surpassement de l'effort physique. Oui. Est-ce que le fait que ce soit le karaté et le combat et le fait de dire tu vas pouvoir te défendre maintenant, c'est important? Je pense que ça fait partie effectivement du fait qu'il y a une plus grande sensibilité et qu'en tout cas ça parle plus à ces femmes. Et je pense que le travail d'introspection, à mon sens, se fait plus rapidement quand tu es en face de quelqu'un et qu'il faut que tu exprimes quelque chose. Quand tu es en face de quelqu'un et qu'il faut simplement et qu'il faut le toucher, que tu es à nu et qu'il faut aller vers lui et à la rencontre de ce corps, ça va plus vite que quand tu le mets juste en mouvement et que tu regardes droit à l'horizon, que tu vois ta ligne d'eau ou que tu as ta ligne et que tu cours. Parce que tu as un contact immédiat, tu as une connexion à l'autre qui est obligatoire. Donc c'est pour ça que les sports en dualité, à mon sens, fonctionnent bien dans ce travail d'introspection à faire. Sur des sports collectifs, par exemple, on travaille autre chose. Et c'est pour ça qu'au Congo, elles font du karaté et du foot. Et qu'à mon sens, Fight for Dignity, ça sera un sport de combat. Peut-être pas le judo parce qu'il y a un contact physique trop près. Ça sera plus de l'impact, mais à voir. Et on y travaille. Mais je pense effectivement que le rapport au corps, parce que l'autre te renvoie. Je reformule ce que tu dis, mais le judo, c'est vraiment quelque chose où on a un sport de torsion, j'attrape quelqu'un, je le mets par terre, je lui saute dessus, qui pourrait être un peu traumatisant pour quelqu'un qui a eu potentiellement des sévices sexuels ou subi des voilà. Sachant que le karaté, on est quand même vraiment sur quelque chose, comme tu le dis, d'impact, donc. Il y a une certaine distance. Voilà, il y a une certaine distance et je peux la garder si j'ai envie de la garder. Je peux quand même la mettre par terre et faire voilà. Donc c'est assez important parce que on peut se dire le judo, le karaté, c'est pas très loin, mais en fait c'est quand même assez loin sur ces points-là. Et je voudrais revenir sur un point là-dessus. Ça a été un sport assez à la mode, le karaté quand même, non? Plus au moment où tu le pratiquais que maintenant. Avant encore, ouais. Mais tout le monde en faisait, les superstars. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus justement dans le. Oui, alors c'est d'ailleurs, je trouve qu'au niveau de l'imaginaire, il y a eu le fait de Bruce Lee qui a servi le karaté, même si c'était plutôt du kung-fu. Ouais. Il y a eu une vraie vague. Après, il y a eu aussi Jean-Claude Van Damme, mais lui, je crois que c'était plus du kick. Mais ça crée quand même un imaginaire. Ça crée une espèce, une croyance de côté superpower, tu vois, à tort ou enfin, je veux dire, non, mais c'est vrai ou pas? Quand tu fais du karaté, tu sais mieux te défendre. Oui. Je veux dire, toi, si demain quelqu'un t'emmerde dans la rue, Et je pense qu'il va pas me choisir par instinct, il me choisira pas, parce qu'il sent que c'est très instinctif en fait. Les agresseurs aussi c'est à l'instinct. À mon sens, peut-être que tu veux dire qu'on t'embête pas souvent dans la rue? Non, jamais. Une fois, mais j'étais pas toute seule et le mec était bourré et quand j'étais prête. Voir rouge, j'ai vu rouge, je suis restée calme. Il descend de la Canebière comme ça. En plus, j'allais à l'entraînement avec une petite 12 ans. Moi, j'en avais 18 et il est descendu. Je l'ai regardé, j'ai poussé la petite derrière moi et j'ai pas bougé. Il s'est arrêté tout seul. Et il fallait pas, je sais pas, ça m'est jamais arrivé de me faire agresser, mais je pense que ça se passerait très mal pour l'agresseur. Et c'est donc important aussi pour revenir sur Fight for Dignity, c'est qu'il y a ce côté assurance. Alors, une des questions qui m'est venue en regardant tout ça et tout ce que tu fais, que je trouve fantastique et
c'est ouvert aux femmes qui ont eu des problèmes. Mais est-ce que il faut absolument l'ouvrir ou je sais pas. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. C'est très compliqué de se dire si t'as jamais eu de problème comme ça. Alors oui, prévention. De prévention. Mais toi, c'est pas ton rôle peut-être. C'est peut-être non, ça. Toi, tu soignes en fait. Exactement. Moi, je suis en post-trauma. C'est-à-dire que, mais il arrive que les femmes. Si je prends le cas du Congo, aujourd'hui, ce qui m'a motivé à créer cette structure, c'est qu'au bout de 3 ans de pratique, c'est une maison de transit, donc les jeunes femmes sont hébergées et tous les jeudis elles font karaté et foot. Et au bout de 3 ans, Sandra, que tu as vu dans le reportage, me dit « Je veux transmettre le karaté. Je veux aller vers des femmes à qui ce n'est pas arrivé pour que ce qui m'est arrivé ne leur arrive pas. » Donc elle a l'idée de la prévention. Oui, c'est la suite logique de ce que tu fais. Exactement. Et c'est important pour raconter aussi tout ça, parce que dans les choses très importantes de ce sur quoi tu te bats et donc du docteur Mukwege, c'est que dans certains pays, on l'a entendu, je crois, en Syrie, on l'a entendu en Afghanistan, on l'a entendu évidemment en République démocratique, comme tu le dis, du Congo, c'est que le viol et tous les sévices sexuels sont utilisés comme armes de guerre. On parle pas juste excuse-moi pour ce juste, c'est pas juste. On parle pas d'un viol qui est un viol aberrant et qui arrive entre guillemets une fois de temps en temps. On parle d'un viol en masse par dizaines, centaines de milliers qui sont ordonnés par des milices, voilà, des rebelles, pour humilier des concurrents, des ennemis dans leur famille. C'est plus grave que ça. Si je prends le cas du Congo, pourquoi est-ce le viol est utilisé comme arme de guerre ? Parce que il y a le viol effectivement le viol se fait spécifiquement sur des zones minières. Ça se fait à des endroits où le cobalt et le coltan, 80% de la production se trouve sur là où les femmes sont violées. Donc c'est une manière de rendre la région instable pour pouvoir donc violer une femme, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien, ça coûte moins qu'une arme, ça coûte rien dans le sens dispositif d'armes. Je précise que vous avez entendu un souffle de ma part, j'ai pas rigolé, j'ai levé les yeux au ciel quand tu as dit ça coûte rien, parce que c'est pas... Ça coûte pas dans le sens d'appareil militaire. De Kalachnikov. Mais par rapport à l'impact que ça a, l'impact est monstrueux. L'impact est monstrueux. Et spécifiquement au Congo, dans la région du Kivu où travaille le docteur Mukwege, c'est pas un viol comme un viol d'une agression qui d'ailleurs le viol... ce viol-là, dans l'agression de la femme dans la rue, qui se fait prendre dans le tunnel et qui se fait violer, ça c'est pas la majorité des viols aujourd'hui. Les viols, ça se fait dans les maisons, c'est de l'inceste, c'est le copain du père, voilà, ça c'est les viols aujourd'hui, et c'est pour ça que ça se tait, que ça reste, que c'est quand ça ne se dit pas, parce que ça se fait de cette manière-là. Mais là-bas, en fait, les femmes sont violées, on leur détruit la matrice. On leur tire dans le vagin, on introduit des objets contendants, on fait en sorte que à l'intérieur, elles soient fracassées devant le père, la mère, les frères. Des fois, c'est leur père et leurs frères qui sont assassinés devant elles. Ça, c'est la réalité. Ou ensuite, ça c'était il y a 20 ans, quand il y avait dans une zone de conflit, et en post-conflit, c'est ces mêmes hommes qui ont violé ces femmes de cette manière-là, ne sont pas réhabilités, ne sont pas accompagnés psychiquement, et ils continuent. Ils vont violer la petite fille de 3 ans, parce qu'il dans la grande ville, à Bukavu ou à Goma, parce qu'il va se dire qu'en la violant, il prend sa pureté. Parce qu'il a le sida. Parce qu'il sait qu'il a commis des actes atroces. Il se dit qu'en violant la petite fille, il va être nettoyé. Voilà ce que c'est. Je prends l'exemple ça, c'est le viol utilisé comme arme de guerre. Et c'est ce qui se passe au Congo. Moi, je fais pas grand chose. Je m'associe juste à une structure médicalisée telle que, l'hôpital Panzi, qui, accolé à l'hôpital, a créé une structure d'accueil des femmes qui sont en plus grande difficulté, qui ont le VIH, qui ont l'enfant issu du viol, qui sont rejetées par la communauté. Et ces jeunes femmes-là, ou qui sont orphelines, et c'est ces femmes-là, à qui on apporte un accompagnement à 360, une scolarité gratuite, une formation professionnalisante pour qu'elles soient plus autonomes en sortant. Et chose étonnante, ce qui m'a vraiment
qui m'a mise en colère, c'est qu'en fait, les femmes sont là parce qu'elles ont été agressées, parce qu'il y a eu une agression physique. Parce que c'est le corps qui a été traumatisé. Et qu'est-ce qu'on fait pour le corps ? On ne fait rien. Il va y avoir une aide psychique. On met en place. Maintenant, on commence à peine à parler de l'état du stress post-traumatique. Mmh. Donc, on en a un peu parlé au début. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le corps ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on a de manière institutionnelle ? Est-ce qu'on a réfléchi par où ça passe dans son corps et dans sa tête ? En connectant le corps et le mental. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et ça, c'est assez stupéfiant parce que j'ai envie de dire que dans l'histoire de la médecine, c'est plutôt l'inverse qui se passe généralement. C'est-à-dire qu'on a soigné pendant des années le corps, tout en se disant bon, l'esprit, c'est pas grave, on verra plus tard. Généralement, c'est pas dans cet ordre qu'on on soigne d'abord le physique et après le psychique, si possible. Ben, de manière tout à fait juste, le docteur Mukwege les répare physiquement. Donc en fait, ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont des fistules. Elles sont perforées, elles sont pipi et caca sur elles. Donc lui, ce qu'il fait, il répare. Il répare l'intérieur. Donc ça, c'est une vraie réparation physique. Ce docteur, je précise, est mis à mort par des milices. Donc voilà, autour de lui, des gens sont exécutés, des gynécos, des infirmières, voilà. Et toi, tu y vas aussi encore. C'est important parce que je veux dire, j'imagine que tu prends des risques aussi. Oui. C'est comme en combat, c'est des risques calculés. Comme quand j'étais à Kaboul, c'est-à-dire que je fais confiance aux gens qui m'accueillent et c'est de la préparation en amont. C'est-à-dire que tu vas pas combattre si t'as pas préparé ton corps, si le terrain n'est pas balisé. Oui, j'entendais récemment et c'est assez marrant. Alors marrant, je sais pas, mais c'est assez édifiant aussi. Un militaire américain qui expliquait sur un podcast, en l'occurrence, je crois que c'était James Altucher, que en fait l'armée américaine ne combat pas quand ils savent pas qu'ils vont gagner d'avance. C'est-à-dire qu'ils disent on triche tout le temps. On n'est pas ils disent si on combat en Afghanistan ou en Irak ou on sait que si en face il y a 2 tanks, on va arriver avec 8 hélicoptères, 12 avions, 14 tanks et on va les pulvériser. Alors après, je te vois lever les yeux au ciel, mais c'est vrai que évidemment, j'imagine qu'il faut être capable de prévoir dans ces endroits. Mais comme tu le vois plus que, tu y allais combien de fois au Congo ? J'y vais tous les ans depuis 2014, à raison de 10 jours par an. Il faut pas baisser la tension. J'imagine, parce que... Non, après, j'y vais, maintenant, avec Fight for Dignity, j'y vais de manière... Alors, j'y vais avec une organisation non gouvernementale et je suis discrète. Je vais dans le lieu où sont hébergées les femmes, je n'en sors pas. Et toi, ton combat, donc là-bas, et ici en France aussi, du coup, tu vas nous raconter ça. Oui. Mais c'est vraiment d'aider ces femmes. T'es complètement dédié à ça. Absolument. Donc les aider à se reconstruire. Oui. Et de créer la structure qui fait que quand t'es pas là, il y a des gens qui les aident à se reconstruire dans une forme de pratique que tu mets en place avec les gens sur place. Il y a un programme. D'accord. En fait, c'est un programme. C'est pas la méthode Laurence Fischer. C'est un programme de karaté et de foot. C'est-à-dire qu'elles font des techniques qui existent qu'on pourrait tous apprendre. Sauf que sur 1h30 d'entraînement, il va y avoir 20 minutes de karaté et autant et 2 jours après 20 minutes de foot. Et tout ce qu'on va faire autour, c'est ça qui importe. C'est qu'on va travailler la relaxation, la respiration, on va travailler le périnée, parce que c'est par là aussi que ça fait mal. On va travailler tout ce qui va leur servir à se reconnecter à leur corps, à se le réapproprier, à l'accepter, à faire que elles se rendent compte à quel point ce corps-là a été fort, est fort, et à quel point c'est quelque chose de beau qui leur appartient aussi. Et à côté de ça, eh bien oui, on va apprendre à donner un coup de poing, parce que ça représente beaucoup pour elles de donner un coup de poing.
on va crier au moment où on fait le coup de poing. Nous, on pousse ce qu'on appelle des kiai, choses qu'elles vont pas arriver à faire forcément au début. Ça va même peut-être les faire rire. Elles vont être gênées. Et quand elles vont comprendre à quel point, et là, on travaille la respiration. Mais pour elles comme pour d'autres, c'est très gênant le kiai, je trouve. Enfin, je veux dire, au début, pousser un cri super fort quand tu fais un kata ou un truc un peu imaginaire. Il faut rentrer dans le truc, je veux dire, mais c'est une des remarques que j'avais en t'écoutant, et il y a une des choses que je voulais absolument aborder dans tout ça, c'est que il y a un côté ancestral dans le karaté quand même. Je sais pas, tu connais forcément mieux l'histoire que moi du karaté, de quand ça date exactement. Il y a eu des tas d'évolutions, mais c'est tout un héritage sur. Là, tu parles de la relation au corps, à l'esprit, l'importance de la force mentale, du spirituel et de la force physique brute, très impactante aussi. C'est tout ça qui fait que le karaté est intéressant, peut-être plus que le trail ou le triathlon pour ces femmes, non? Oui, en fait, je ne sais pas, peut-être que. Ça fonctionnerait peut-être aussi. Oui, ça fonctionnerait certainement aussi, parce que en fait, c'est cette capacité de mettre, en tout cas dans la prise de conscience du corps en action, le mettre en action. Et le simple fait d'être un peu essoufflé, de sentir que son cœur bat, je pense que pour la personne qui court, à un moment donné, c'est comme de la méditation. Soit tu refuses complètement les idées qui te viennent, et là tu fais pas le travail. Soit tu laisses venir ce qui vient au moment où tu le fais. Et je pense que en fonction de sa personnalité, on va préférer aller courir ou même le partager en groupe avec le sport co. Et nous en karaté, on le vit ensemble. C'est vrai que c'est un sport individuel, mais il y a une énergie qui circule entre nous, et ça aussi c'est très fort en fait. En revanche, elles font pas de combat. Si. Elles font non, effectivement, elles font pas de combat, mais elles travaillent sur des cibles. Dans l'exécution des techniques sur cible. Et tu me vois me marrer, mais parce que tu as un partenaire, je sais pas si tu travailles toujours avec lui, mais Franck, oui, qu'on voit dans un des reportages, qui a l'air un bon un bon sparring partner épouvantail, qui joue un rôle de mec au milieu de toutes ces femmes, et qui est vraiment le punching ball quelque part. Hein. Alors il est beaucoup plus, on le voit, on le sent, mais je veux dire, quelque part, on voit le symbole qu'il représente aussi pour toi, pour elle. Effectivement, en fait, il a un rôle central, et on en parle, on est en contact régulier. C'est Franck qui donne les cours tous les jeudis à Panzi, au Congo. Et c'est très, très important. Il se trouve que pour l'instant, quand j'y suis allée, il n'y avait pas de femme enseignante, du fait de la représentation du karaté et de sa place dans la société. Il n'y a pas de femme enseignante. Il y a que 2 clubs de karaté à Bukavu. Donc et c'est Franck qui a eu cette sensibilité de la condition des femmes de son pays, qui déjà le dimanche dans son club à matin donnait des cours de karaté aux femmes. Je lui dis mais Franck, il faut qu'on travaille ensemble, et je l'ai embarqué dans l'affaire, et il a bien compris que pour une femme, voir une femme mettre un homme à terre, mais c'est possible. Donc il y a toujours cette représentation, et ensuite on le voit dans ce reportage, on le voit bien d'ailleurs, où quand tu le mets à terre dans un truc, t'as tout le monde qui crie, toutes les femmes qui sont très émouvants. C'est pour elles, c'est surprenant. D'ailleurs, la première chose que à chaque fois que j'y vais, je leur dis, je m'occupe bien de mon mari et j'ai 2 enfants. Parce que il y a cette idée que je suis une sorte de femme homme, et parce ce n'est pas du tout culturel. Et l'association combat qu'on connaît, c'est très récent finalement en France aussi, en Occident, de considérer la femme telle qu'on est, avec ce qu'on peut aimer. On le voit sur le rugby et le foot, parce que culturellement c'était pas accessible. Elles se disent peut-être que tu frappes ton mari, quoi. En fait. Oui, enfin non, moins, parce qu'elles ont compris, mais parce qu'après, une fois qu'elles ont fait, et tous les a priori s'en vont. Preuve en est, c'est qu'il y en a qui me disent je veux enseigner. Je veux aller dans ma communauté et enseigner. Mais je dois faire face à ça quand même. Et donc, c'est très fort pour elles de voir Franck recevoir des coups. Et voilà. Avant de parler de la suite, je rappelle juste que donc ça s'appelle Fight for Dignity. Pour l'instant, on le trouve sur Hello Asso notamment. Il y a 2 moyens de t'aider. Je le redirai tout à l'heure, mais on peut adhérer pour
seulement, et c'est vrai que c'est pas grand chose, 25 € par an, et c'est pas grand chose pour tout le monde, mais c'est beaucoup pour toi. Donc LOASO Fight for Dignity, donc fight comme combat, for dignity, pour la dignité. Trouvez ça, partagez-le aussi, ou vous pouvez faire un don de beaucoup plus si vous voulez donner plus que 25 € par an. Mais voilà, c'est hyper important pour toi et hyper important pour beaucoup, et j'imagine qu'en plus pour ceux qui payent des impôts, ça doit... oui, 66% déductible voilà. de la somme sera déductible des impôts, effectivement. En plus. Oui. Donc voilà, et donc tu as une maison des femmes qui est aujourd'hui alors à Saint-Denis. Absolument. C'est une structure innovante qui est accolée à l'hôpital de La Fontaine, et un peu comme à la maison Dorcas à Panzi, c'est accompagner la femme dans son parcours de résilience, à commencer par les soins. Donc des femmes excisées, des femmes victimes de violences, des femmes de violences physiques ou sexuelles. On a des femmes réfugiées qui viennent aussi, et donc elles ont accès aux soins médicalisés, à des psychologues, au planning familial, à différents soins, et elles ont des ateliers, il y a des groupes de parole. Enfin, elles ont accès comme ça à tout un travail d'accompagnement. Et nous, depuis le mois de mars, j'ai proposé à Rada Hatem, qui dirige cette maison, qui elle-même est gynécologue, des séances de karaté. Donc, comme à Panzi, tous les jeudis, on donne des séances. On a eu un petit peu peur au début, parce qu'on s'est dit peut-être que les femmes, comme elles sont accueillies et pas hébergées, ne reviendront pas. Et elles reviennent. Donc, elles reviennent. On organise un goûter après, donc elles échangent. Et elles échangent entre elles. Donc, c'est assez magique. Et on a aussi du coup lancé un protocole de recherche-action. Donc on a Agnès qui est donc psychologue, Iris, Gilles qui sont chercheurs à l'université de Strasbourg en sport, qui avec toute l'équipe, on est en collaboration pour avoir une meilleure connaissance de leur réaction psychique et physique quant à cette pratique. Qui est donc adapté, et ça tout ça pour nous donner aussi des fondamentaux, une meilleure connaissance de ces femmes vulnérables, pour pouvoir dupliquer ailleurs le programme en France et dans duplicabilité. Ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important, parce que si tu arrives à faire quelque chose qui reste pas juste en vase clos, c'est fantastique. Et avec d'autres sports, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a des fondamentaux, on sait par où ça passe, et on va déstigmatiser, on va décloisonner, on va dire voilà, la femme, elle a besoin spécifiquement de travailler tel et tel exercice pour qu'ensuite physique et psychique, enfin, dans la pédagogie, pour qu'ensuite, en France notamment, elles puissent aller dans des clubs et qu'elles travaillent en mixité et qu'elles soient super fières parce qu'elles auront eu des bases. Voilà, c'est un peu notre objectif. Ouais, c'est superbe. Et si je te demande, dans tout ce parcours que t'as, t'es encore assez jeune, et ce process aujourd'hui, ou cet accompagnement que tu fais, c'est que tu veux rendre quelque chose, tu veux donner du sens à ce que tu as fait avant. Comment ça s'est articulé dans ta tête, tout ça? Des rencontres. C'est la rencontre. Je suis remplie d'amour. J'ai un trop plein d'amour. Je pense que c'est ce qui m'anime. Et c'est les rencontres qui me convainc dans mes croyances, du fait de penser que j'ai une expérience et je veux pas la garder pour moi. D'accord. Parce que j'ai rencontré ces femmes, comment dire, je suis marquée par ces rencontres, par le travail de gens extraordinaires comme le docteur Mukwege, comme Rada Hatem,
voilà, ils m'ont embarqué dans leur, enfin pas que, mais ils m'ont embarqué dans leur aventure, et parce que c'est possible et parce que ça marche. Et comment tu peux te permettre tout ça? Tu vis de ça ou non? La bonne question. Non, effectivement, je fais ça absolument bénévolement. Donc aujourd'hui, j'ai pas le modèle économique. Voilà. Je suis une entrepreneuse qui c'est très à la mode, hein, les entrepreneurs oui, sans modèle économique. alors, Tu sais. D'accord. Ah oui, non, mais parce que Non. ah bon, ça me rassure. C'est ça, de la start-up. On fait on trouve du succès, on lève de l'argent et puis on trouve le modèle économique plus tard. C'est comme ça. Ben, en fait, ce modèle-là, en tout cas, je n'ai pas de clients, j'ai des bénéficiaires et je n'ai pas je n'ai pas de produit, j'ai un savoir-faire. Alors ensuite, qu'est-ce qui veut suivre là? Non, mais il serait pas non plus, je veux dire, complètement anormal que tu puisses, dans une association, ne pas être complètement bénévole. Tu pourrais aussi toucher un minimum qui ferait que tu peux pérenniser tout ça. J'espère, mais j'en suis pas encore là. D'accord. Mais la priorité, c'est difficile parce que souvent après, quand tu prends cette dimension-là, parce que j'ai aussi fait partie de conseils d'administration de différentes ONG, et ça me fait, c'est pour ça que je dis que j'ai pas le modèle, mais j'aimerais que l'argent aille sur le terrain, essentiellement sur le terrain. Mais c'est vrai aussi que il faut fonctionner, et pour fonctionner, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais c'est pour ça que j'ai pas le modèle économique, parce qu'on travaille alors il y a les dons, oui, donc qui finance les voyages, qui finance les structures, qui finance voilà, et c'est une vraie question. Je crois beaucoup à l'entraide. Tu vois, par exemple, on collabore avec les psychologues, avec les médecins, avec les spécialistes, les experts du sport. On travaille ensemble et on n'est pas dans des échanges commerciaux parce qu'on sait pourquoi on le fait. Enfin, j'adore parce qu'à la fin, on le fait on fait avancer on fait avancer l'humain dans ce qu'on a de plus vital. Tu arrives à mobiliser des privés, des entreprises, des gens comme ça, déjà? Oui, oui. Alors après, citons-les, hein. Alors moi, je sais pas, hein, tu peux, mais en tout cas, si tu veux citer des gens qui t'aident et qui te financent, tant mieux pour eux et parle-le. Moi, j'ai pas de souci à ce que tu les cites parce que je trouve que c'est une bonne chose. Pas assez, mais aujourd'hui, il faut que je transforme l'essai. C'est-à-dire que, par exemple, la Fondation Chanel, la Fondation Air France, la Fondation SNCF ou Kering, parce qu'on vient d'ouvrir en France, Fondation Kering, Fondation L, ils nous ont identifiés. Mais je peux pas faire tout toute seule. Non, mais donc c'est bien. en fait c'est ça le truc, c'est que il faut que j'ai un local pour pouvoir accueillir des stagiaires par exemple, tout bêtement, des étudiants ESSEC avec plaisir puisque c'est ma maison, mais je peux pas faire les choses à l'envers. Et après, si on fait une levée de fonds d'1 million, je peux embaucher quelqu'un où on serait on travaillerait en binôme justement sur bien travailler la structure sur l'équipe, parce que c'est ce qui est à la base le plus important, et ensuite vraiment avoir un suivi des différents projets. Aujourd'hui on est au Congo et en France, peut-être que demain on pourra être en Colombie, en Afghanistan et puis en Europe aussi, parce que c'est vrai que malheureusement ce travail-là de reconnexion de la personne vulnérable avec son corps par son mental, en réflexion, et de manière régulière, de manière réfléchie, et c'est pas assez développé, hein. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors généralement, quand je pourrais dire quand il y a du boulot, tant mieux, mais dans ce genre de contexte, j'ai envie de dire non. Ouais. J'espère qu'il y en aura bientôt plus. Ouais. Moi aussi. Est-ce que tu fais encore du karaté ? Non. Enfin, j'en fais pas pour moi. Effectivement, Tu fais du sport quotidiennement ? J'ai pas trop le temps. Mais je danse. Je danse le tango.
oui, là, je me suis inscrite dans une salle de sport pour être sûre de me couper la pensée et de me laisser entraîner sur certains cours. Donc, je suis revenue à des. Et tu y vas? Tu fais pas comme tout le monde? Non, j'y vais. Oui, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. D'abord parce que il y a eu un effet comme ça quand j'ai arrêté ma carrière. Je me sentais sale, dans le sens encrassé, tu vois, parce que tu transpires plus à raison de 2 fois par jour, tu vois, et j'avais ce truc-là. Et je pense que quand on a vécu comme ça le sport de manière assez intense, si on s'arrête, on rouille. Oui. Oui, et après, en plus, souvent, il faut trouver un sens. Toi, tu l'as trouvé quand même sur d'autres choses, mais en l'occurrence, je veux dire, tu peux aussi paraître très inutile quand tu finis championne du monde et que derrière, il y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense que toi, tu te trouves peut-être plus utile encore après ta carrière de karatéka que pendant, en fait. Oui, absolument. Ce qui est fantastique, c'est que tu as trouvé une sorte de prolongation et une utilité au fait d'avoir été championne du monde. C'est génial, je le voyais pas comme ça. J'étais utile à moi-même toutes ces années, et maintenant je suis utile aux autres, en fait. Ouais. Et aux plus vulnérables, j'espère, en tout cas. J'ai l'impression. Écoute, avant de laisser tout le monde sur ces belles paroles, je voudrais juste comprendre quelques petits secrets de Laurence Fischer. Est-ce que ce soit actuellement au quotidien pour Fight for Dignity, que ce soit avant dans ta carrière de sportif de haut niveau, c'est quoi tes petits secrets, les petites choses qu'on fait que tu sois championne du monde? On a parlé de pas mal de choses psychologiquement. Est-ce que c'est, je sais pas, des abdos le matin, une course à pied, tu te lèves tôt, tu te couches tard, tu dors plus, tu médites, je crois, j'ai cru, donc voilà. Ça dépend des périodes, en fait. Mais c'est vrai que quand j'étais une vraie marmotte, quand j'étais plus jeune. Donc par exemple entre les séances d'entraînement l'après-midi, souvent je dormais. Ouais. Après pour moi l'équilibre vient du fait de se nourrir de son environnement, de cette espèce de curiosité à tout, qui peut-être me joue des tours aussi, mais de l'autre, lire prend trop de temps, mais rencontrer l'autre, l'artiste, le créateur, enfin celui qui crée, ça me nourrit beaucoup d'avoir des amis artistes, et c'est ces moments comme ça de nourriture spirituelle nécessaire. Voilà, c'est je sais pas, s'accorder les enfants. Aujourd'hui, les enfants, c'est extraordinaire. C'est l'humain. Je peux pas dire, j'ai pas de secret parce qu'à chaque fois, ça dépendait des périodes. Mais quand j'ai fait les secs, c'était extraordinaire. Parce qu'en même temps, je me nourrissais je me suis dit, waouh, regarde, Tutana, là, ils ont fait prépa, ils ont bossé comme des malades pendant 200 mois dans cette école, et moi, je suis là avec eux. Alors, ils sont brillants, ils sont là, ils ont fait des trucs de fou, et moi, je suis avec eux. Alors, j'échange et tout, et en même temps, il y en a. Dixit, la triple championne du monde de karaté. Parce que, quand même, je dois dire, hein, on est là chez Cosa Vostra, et quand je suis arrivé juste avant, je suis allé chercher le micro, et il me regardait, il me disait, c'est qui? Je dis, elle est triple championne du monde de karaté. Et là, tout le monde m'a dit, fais gaffe, hein, quand même, il y a quand même un truc, ça en jette, quoi. Mais ouais. Tu vois, c'est cet échange comme ça, de me dire, tiens, tel parcours, par où c'est passé chez lui, c'est cette curiosité, ou de découvrir dans des auteurs, enfin, tu vois, Shakespeare, ou l'universalité chez Racine sur tu vois, enfin, je me projetais dans des personnages monstrueux comme Phèdre ou Andromaque ou Agrippine dans son rapport au pouvoir. Je fais, oh, non, attends. Et c'est ça. C'est d'un coup, tu te rends, à chaque fois où je sais pas, la dernière fois, je suis allée acheter du chocolat, ça me remplit ma journée de voir tu rentres, je sais plus où c'était rue de la Roquette. Mm-hmm. Il y a un chocolatier là, enfin, je crois que c'est, et tu rentres, ça sent le chocolat partout, et tu vois les artisans en train de te faire le chocolat, puis à côté, il est en tablette, et ça sent trop bon. Et t'es là, oh,
C'est possible. Passion, c'est possible. Je te parlais de Nicolas Paciello que j'ai fait venir sur Génération Do It Yourself, qui est un épisode fantastique aussi, que je te recommande, et voir la passion et le travail qu'il faut en amont pour faire tout ça. Et la respiration aussi. Ouais. Il faut respirer. Ouais. Faut respirer. Ça, c'est un truc propre aussi aux sportifs et aux arts martiaux, ouais. J'ai appris à respirer et ça fait une grande différence. Comment on apprend à respirer? Ou quoi? Toute seule? C'est... Dans la méditation? Parce que j'arrivais pas à respirer. Donc le chant, simplement faire des exercices de relaxation. C'est pas arrivé aujourd'hui, hein, mais quand à un moment donné, parce que t'es pris par l'émotion et qu'au bout de 30 secondes de combat, t'es épuisé alors que tu fais du cardio, que tu fais des exercices de dingue en cardio, mais le combat dure 2 minutes, au bout de 30 secondes, t'en peux plus. Tu te dis, il faut que je travaille, il y a quelque chose qui va pas là. La respiration. Donc tu te poses, tu t'apprends, tu t'écoutes. Oui, donc tu vois. Manger, mais tu te rends compte, Mathieu, manger. Je me rends compte. Mais manger, c'est notre carburant. Si tu manges n'importe quoi, c'est sur le tatami. Moi, je me rappelle, je passais dans les couloirs de l'hôtel et je voyais chez mes partenaires espagnols, je voyais des sacs de McDonald's dans la chambre. Je fais, c'est bien. Non, mais c'est monstrueux de manger des trucs comme ça. Mais ça, alors, en plus, c'est le fléau de notre génération. On revient là-dessus, mais dans les années 80, 90, on a été vraiment éduqués n'importe comment là-dessus en plus. Et oui, puis après, il y a des réflexes. Ouais, il faut s'acculturer là-dessus, il faut vraiment changer. La vie, après, je suis pas non plus végane, hein, je mange tout à fait normalement, l'équilibre, tu vois. Et c'est des petites choses comme ça. Je suis le matin, j'entends les oiseaux ou j'entends une mouette. Des fois, j'entends la mouette à Nation quand même. J'entends une mouette et je me dis ça me rappelle Marseille et tout, tu vois, ça me replonge la mouette, quoi. C'est des petites choses comme ça. Sur ces belles images de Marseille, j'ai passé un super moment, Laurence. Quelle rencontre. Je suis impressionné, admiratif, inspiré. Je pourrais t'en dire plein, mais tu as un parcours qui est admirable sous plein de choses. J'essaie de te faire pleurer, mais je vais pas y arriver. J'aurais pas réussi à. Non. Moi, j'ai été ému sur les choses que tu as pu raconter et je trouve ça super beau et quand je serai champion du monde de je sais pas quoi, oui, il y a ton portable qui sonne, mais c'est pas grave, on arrive au bout. Merci Laurence Fischer. Je redis à tout le monde, alors 2 choses. Le plus important, on adhère à Fight for Dignity pour 25 € par an sur Helloasso. C'est pas compliqué. Et l'autre chose, on peut faire un don. Et l'autre chose, c'est qu'on s'abonne à Génération Do It Yourself. C'est moins important, mais ça vous permettra de découvrir d'autres personnes presque aussi bien que Laurence. Aussi bien, voire mieux. Et puis voilà, on peut s'abonner sur iTunes, noter, partager. Voilà. Merci encore. Merci à toi, Mathieu. Merci. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.